Entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions toujours d'être plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, on attend vos réactions sur nos réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dozinel, dirigeant associé de GFIP, ainsi que Jean-Philippe Boringer, président de JPA Entreprises. Bonjour Guillaume, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo. Bonjour Arnaud. Bonjour Pauline. Alors Arnaud, vous êtes né à Paris. Vous avez d'abord fait une école de gestion de projet informatique avec une spécialisation ingénierie, puis un master à HEC. Vous commencez chez l'opérateur téléphonique OneTelnet où vous installez les connexions Internet. Après plusieurs stages dans la communication, votre vie professionnelle commence véritablement quand vous partez à San Francisco. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce début de grande histoire ? Alors, souvent, la vie d'un entrepreneur, c'est des rencontres. Je rencontre dans l'ascenseur mon associé, ami, parrain de ma fille et témoin de mariage, Guillaume Le Dieudeville. Et il se trouve que son cousin était avec moi en pension à Saint-Martin-de-France. Et on décide ensemble de partir faire fortune dans la vallée. C'était ça l'objectif. On savait à peine où c'était sur une carte d'ailleurs. On n'avait pas la culture de l'international. Puis à l'époque, vous savez, les voyages, quand on avait 18 ans, c'était pas quelque chose forcément de commun. Ça coûtait très cher. J'avais la chance d'avoir un père qui travaillait chez Air France, donc j'avais encore les GP. Donc je pars dans la vallée pour trouver mon premier stage avec une petite ordinateur portable, ce qui était assez rare encore à l'époque. Ils étaient un peu lourds. Et je pensais qu'on allait me recevoir dans les bureaux d'Oracle. Bon, je reviens au bout d'une semaine bredouille. Personne m'a laissé rentrer dans les bureaux dans la vallée. Et puis avec Guillaume, on se met à travailler la nuit, à écrire, à faire un site internet. Ce qui était assez rare encore une fois. À l'époque, il n'y avait pas de LinkedIn. Donc on appelle ça PM Trainee, qui voulait dire Project Management Trainee, donc stagiaire. Un site sur la finalité. Et on se fait remarquer je me fais d'abord remarquer par une petite société qui va me prendre 3 mois, 4 mois, qui s'appelait Made in France à San Francisco. Et puis après, on se fait remarquer par quelqu'un qui a inventé Siri par la suite, qui s'appelle Luc Julia, et qui va nous prendre dans son entreprise, qui s'appelait Bravo Brava, qui est un incubateur de technologie. Et puis voilà, on rencontre des gens, on travaille pour le fondateur d'eBay, on travaille pour les gens de la vallée, parce que la vallée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on reste 2 ans avec Guillaume dans cet écosystème. Donc ça fonctionne quand même super bien. Oui, on s'amuse en tout cas. Voilà. Et après, donc, votre période californienne à succès, retour en France, master à HEC, et en 2007, vous cofondez avec votre ami Guillaume de Dieudeville la société Lingueo, qui propose, on le rappelle, des formations linguistiques pour les professionnels et pour les particuliers. Alors, votre société a 17 ans déjà. Ouais. Bravo pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous raconter les tout débuts ? Pourquoi ce créneau des langues ? Voilà, comment ça a démarré cette histoire ? Alors déjà, effectivement, 17 ans, ça passe très vite. Nous, avec mon associé, on a toujours été dans l'univers de la culture, l'univers du voyage. Comme je vous l'ai dit, mes parents étaient... Mon frère travaillait toujours dans une compagnie aérienne qui est cliente, que je ne nommerai pas, mais qui est la plus grande compagnie française. Et mon père était dans cette compagnie, il travaillait sur le Concorde. Bon là, franchement, si vous n'avez pas compris le client, je pense que... voilà. Que vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est un de nos plus grands clients. Et on avait donc l'habitude de voyager, l'habitude d'échanger avec une population étrangère, de travailler aussi à distance avec la société américaine qui, effectivement, à la fin des visas, quand on avait fini notre période, on est rentré parce que mon associé allait se marier avec une Française et donc on est rentrés tous les deux parce qu'on prenait du plaisir à travailler ensemble. Mais on a continué à travailler pour cette société américaine qui a payé effectivement notre 3e cycle à HEC en management de nouvelles technologies. Et une fois qu'on a fini ce 3e cycle, on a continué à travailler pour les Américains qui était quand même massivement français. Et quand la société que nous avons ramenée et développée a été vendue à Qualcomm, nous avons décidé, comme on avait l'habitude de créer des services avec Guillaume, de créer la nôtre. En pensant que ça allait être comme dans la vallée, en gros, on va vendre au bout d'1 an ou on va lever des fonds de dingue, mais dans les 6 mois. Pas du tout, on a mis 7 ans avant de faire 1 million de chiffre d'affaires, donc ça a été clairement long. Après, l'année d'après, on a plus que doublé, là maintenant on va dépasser les 10. C'est un objectif, donc ce que je donnerais comme conseil à ceux qui nous écoutent, c'est d'être tout à fait très patient, de s'associer avec des gens qu'ils aiment au quotidien, avec qui ils aiment co-construire, d'aimer leurs clients, d'aimer le bienfait, de trouver un sens à leur intérêt. Mais nous, pour le sens, il était évident, on voulait aider les gens à mieux se comprendre dans un objectif soit personnel au début, soit professionnel par la suite. Donc on avait une vraie volonté, on est engagé, si vous voulez, dans 2 approches. Une approche sociale qui est le combat contre la... Nous, on part du principe que si on ne se comprend pas, on ne peut pas faire du business ensemble. Voilà. Donc, quand on part développer une activité au Japon, il faut avoir au moins un peu de base. Alors maintenant, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de compétences, mais pour autant, elle ne peut pas tout faire.
et surtout pour convaincre, pour débattre, pour faire aussi plaisir à son interlocuteur. Il faut avoir la compétence linguistique. Alors, on va sans doute y revenir, mais Lingo, en quelques chiffres, c'est 30 collaborateurs. Vous êtes installés en France, près de 800 formateurs indépendants à travers le monde, plus de 14 langues enseignées, un chiffre d'affaires qui a augmenté à travers les années. Vous l'avez dit, aujourd'hui, vous atteignez les 10 millions d'euros en 2024. Quel type de clientèle, en quelques mots est-ce que vous avez des clients particuliers, des profils types? Alors, on a beaucoup de clients qui n'aiment pas forcément qu'on les nomme, donc je ne vais pas les dire, mais on a un grand parc d'attractions, on a une grande compagnie aérienne, on a un grand distributeur sportif. Ça c'est pour les mais on a aussi plutôt beaucoup de grands comptes, alors. Oui, on a aussi des petits comptes. Alors, vous savez, on a par exemple des grands comptes qui forment peu. Par exemple, je prendrais un groupe laitier. Et par contre, à l'inverse, on a aussi des petites startups avec peu d'effectifs qui forment énormément. Donc, ça n'a pas de... si vous voulez, l'intérêt du client n'est pas tant le nom, mais plus le projet. Chaque client a un projet différent. À chaque fois, c'est une nouvelle rencontre, un objectif. Et nous, notre objectif et notre travail, c'est de servir sa finalité. Les langues sans finalité, c'est du blabla. Et nous, on est là pour monter les équipes en compétences. C'est très différent en fait, de la finalité qu'on pourrait penser. On est dans un univers effectivement professionnel, vous l'avez compris. Alors, ça ne veut pas dire qu'un individu ne peut pas se former chez nous. En France, on a beaucoup de dispositifs comme le compte personnel de formation qui leur permettent d'accéder à des financements qui vont les aider à payer nos formations. Mais notre marché et nos clients principaux sont surtout effectivement des entreprises. Guillaume Dezinel, peut-être une question en anglais? Non, je blague. Arnaud, vous avez développé le LILAT, une certification linguistique 100% en ligne. Qu'est-ce qui distingue cette certification des autres sur le marché? Alors, hormis que c'est la meilleure... Non. Alors, en fait, sur le marché de la certification des compétences, parce qu'en fait, comme la linguistique et la compétence linguistique, elle se base sur notre société se base sur trois jambes, parce que c'est toujours mieux 3 que 2. Et la première, c'est l'assessment, donc c'est le test. Quand on investit dans des compétences de vos collaborateurs, on ne sait pas forcément sur qui investir. Est-ce qu'il faut investir sur les gens qui sont modestes et qui disent qu'ils sont mauvais, ou est-ce qu'il faut investir sur le pôle sales qui disent qu'ils sont très forts et en fait ils sont mauvais? Donc la première chose à faire, c'est de faire un bilan des compétences des collaborateurs pour aller vérifier sur qui il faut investir. Et une fois qu'on a fait ça, donc l'assessment, on va faire la formation et à la fin on fait la certification de la compétence. Et effectivement, sur le marché de la linguistique, en France, il y avait assez peu d'acteurs qui basaient l'évaluation sur la capacité de l'individu dans l'échange. Donc, parce que pour nous, une langue n'a d'intérêt, et je l'ai dit tout à l'heure, que dans une finalité d'échanger avec un humain. C'est-à-dire, quand on est dans une boutique, moi, mon client, ce que je vais l'aider, c'est pas à parler anglais ou chinois, c'est à vendre un sac en cuir de la marque X à une clientèle chinoise aisée. C'est ça mon but. C'est pas la linguistique qui m'intéresse, c'est la compétence professionnelle. Et c'est ce qu'on a développé avec le LILAT, qui est un live language test. Pendant 60 minutes, on teste votre compétence. Non pas, en fait, si je prends le JPA ou votre compétence à vous, votre entreprise, on va tester vos compétences à commercialiser ou à accompagner un client dans la gestion de ses fonds et dans l'ouverture de différentes assurances. C'est ça qui vous intéresse à vous. C'est vraiment comment vous vous intéressez à votre client international. Idem chez JPA, ça va être plutôt la compétence dans l'accompagnement de la comptabilité. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, on va certifier les compétences de vos collaborateurs pour ce besoin spécifique. Si, par exemple, on reprend le cas du client que je n'ai pas cité, en ce moment, il fait un grand programme de revalorisation des salaires. Et donc, on va tester, en ce moment, je crois qu'on a testé déjà 2000 collaborateurs. Et à partir du niveau B2, s'il est atteint et acquis, ils vont avoir une augmentation à toute importante, puisque c'est 600 € à l'année, sur leurs compétences. Donc, c'est une société qui accompagne vraiment leurs collaborateurs. Et beaucoup de sociétés, de nos clients font ça. Ils considèrent la langue non pas comme un plaisir, mais comme une skill, une véritable opportunité pour mieux répondre les besoins de leurs clients en face. Okay. Pareil dans les parcs d'attractions, pareil pour... Je sais que j'ai un client qui accepte que je les cite, c'est le tunnel du Mont Blanc. Le tunnel du Mont Blanc, typiquement, quand on développe un LILAT pour eux, on va vérifier si le français est capable de s'adresser à la douane italienne, si elle considère qu'il y a un problème dans la voiture. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est pas... Et de l'autre côté du tunnel, ce qui l'intéresse, c'est d'être capable de parler aux Français, au monsieur de la douane avant pour dire qu'il y a un problème, qu'il y a un feu et d'agir très rapidement sur des problèmes de sécurité.
Lingo s'engage dans la formation en langage des signes et propose des formations pour les parents d'enfants sourds. Pourquoi cet engagement vous vient-il à cœur? Première question. Je poursuis ensuite, j'en ai 3 en fait. Et comment évaluez-vous cet impact de ces formations sur l'inclusion de personnes sourdes et malentendantes dans la société et dans le monde professionnel? Déjà, c'est une passion pour nous, c'est-à-dire que la langue, on l'a dit, ça rapproche les gens. Et nous, quand on a monté le projet en 2007, on s'était posé la question des langues régionales et des langues aussi pour accompagner les clientèles différentes, on va dire, qui ont des compétences autres, pour ne pas employer un terme comme vous l'avez constaté. Donc, les langues régionales, on a tout de suite vu qu'en fait, derrière, il y avait une dimension politique. Et on ne voulait pas rentrer dedans. C'est-à-dire qu'un Corse peut considérer que si t'es pas Corse ou si t'es reparti sur le continent, bah t'as pas le droit d'apprendre ma langue, ou parce que je sais pas pour quelle raison, ou ça pourrait être pareil pour le breton ou pour le basque. D'ailleurs, le basque, la définition du mot basque veut dire celui qui parle basque. Donc il y a vraiment une dimension politique dans l'usage de la pratique de la langue. C'était pas notre combat. Et donc on s'est orienté sur la langue des signes. Pourquoi ? Parce que Guillaume et moi, on avait toujours été impliqués dans différentes actions sociales et qu'on trouvait que ça avait du sens. Voilà, on était passionnés par ça. On a écrit même un livre sur ça qui s'appelle Communiquer avec bébé, parce que la langue des signes est pratiquée pour échanger avec les bébés en période prénatale, préverbale. Et c'est hyper sympa. Voilà, donc nous on a fait ça avec mes filles, c'était drôle. Bref. Après, quelle est la conséquence dans les entreprises ? On va pas se mentir, les entreprises, c'est juste génial pour elles, parce qu'on a travaillé par exemple avec des banques qui leur ont permis, grâce à cette compétence, d'ouvrir des comptes sur une public qui n'était pas adressée. Donc, ce qui est toujours intéressant, moi, ce qui me passionne, c'est pas seulement de sauver les pingouins, c'est de le remettre dans une optique business. Et je pense que quand on met les problématiques sociétales dans une optique business, les choses marchent mieux. Donc, je pense par exemple que pour l'écologie, on devrait trouver des axes qui font que les sociétés ont un intérêt économique à bouger dans ce sens, et pas seulement pour se donner une bonne image. Donc voilà. Donc nous là, on est en train de signer un livre qui va sortir le mois prochain qui s'appelle Communiquer par les signes, et on va le distribuer gratuitement aux DRH pour les engager dans cette démarche, mais tout en leur disant voilà, vous avez une démarche d'accompagnement de vos salariés, parce que n'importe quel de salarié peut aussi perdre l'usage de la parole, mais aussi accompagner des nouveaux salariés et aussi ouvrir des clients. Alors, quelques dernières questions avec vous, Jean-Philippe. Oui, en France, on n'est pas dans les tout premiers en matière de langue. Ça doit être assez compliqué de recruter des collaborateurs et des relais. Quand vous dites collaborateurs, est-ce que c'est des personnes qui vont nous accompagner dans la montée en compétences de nos clients, ou plutôt Oui, c'est ça. Alors, nous, on recrute pas, on fait que de la cooptation. C'est-à-dire qu'en fait, pour être prestataire chez nous, il faut être coopté par au moins 2 autres prestataires, parce qu'on a une politique de rémunération qui est très nettement au-dessus de tout ce qui est pratiqué à l'international. Donc voilà, ça a toujours été notre choix. Pendant la période Covid, notamment, on a rentré en 4 mois 7000 actions de formation. On n'avait plus assez de formateurs. On a décidé d'aller recruter, j'ai même recruté moi-même pendant cette période en Amérique latine, tous les formateurs professionnels qui faisaient partie d'écoles qui ont fermé en fait pendant cette période. Parce que le Covid, c'était mondial, c'était pas que chez nous. Et ces gens-là, ils avaient la compétence pour enseigner, et il fallait juste leur enseigner, leur expliquer un peu notre méthodologie qui est ultra orientée sur le client, comme vous l'avez compris. Mais on n'a pas de difficulté à trouver. Ce qui est important, c'est de monter des outils techniques qui vont vérifier que le formateur est aussi bon pour vous, alors qu'il pourrait être très mauvais pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important, c'est la qualité de la prestation. Et je pense que votre cofondateur, Monsieur Potvin, pourrait en témoigner, parce que c'est notre client. Il a fait plusieurs cours chez nous, et c'est quelqu'un qui était assez exigeant, qui avait besoin de plusieurs coachs justement pour monter en compétence sur cette problématique de prise de parole. On a beaucoup de patrons de PME, voire de patrons de grands groupes, qui vont utiliser nos formateurs dans le monde, parce qu'ils en ont besoin à 7h du matin pour préparer un pitch, mais aussi à midi, et peut-être aussi à 23h. Et dans ce cas-là, on utilise une personne en Australie pour la personne très tôt, puis à New York pour le midi, et à LA pour le soir. Donc non, on n'a pas de problème à recruter, ni même des clients, parce qu'entre des RH, ils communiquent beaucoup entre eux. Je pense que la problématique, c'est vraiment de s'intéresser à l'individu, de jamais oublier que chacun de nos clients est une star, qu'il soit dans l'entreprise au top ou au bottom.
D'accord, donc en fait, vos relais de croissance, c'est à la fois vos clients et à la fois vos formateurs. Oui, on n'est pas une société qui communique beaucoup, effectivement. Ouais. On a une société qui en 17 ans d'existence, a fait un test une fois. C'était sur une campagne radio. C'était vraiment plus pour se marrer qu'autre chose. On avait mis quelques dizaines de milliers d'euros sur une région. Et puis, on avait mis des indicateurs pour vérifier les clics, s'ils étaient dans cette région-là. Mais non, on travaille beaucoup sur le bouche à oreille, effectivement. On prend beaucoup de plaisir à venir échanger et présenter un peu nos approches, comme je le fais aujourd'hui. Mais effectivement, ça se fait beaucoup entre clients, de client à client. Encore une question, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez comment Alors, on est passionné par ça. Vous savez, dans la vallée, c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler avec Luc sur les IA et la reconnaissance, les TTS. Nous, on a introduit il y a assez longtemps l'intelligence artificielle dans notre service. Déjà, par exemple, l'assessment, c'est 30 minutes de test linguistique des individus qui est fait par un bot. Donc nous, on a créé un test qui s'appelle le ILAT, qui fait exactement l'inverse que ChatGPT. C'est-à-dire, vous adressez à ChatGPT pour avoir un résultat. Ben, nous, c'est un outil qui s'adresse à vous et qui va tester ce que vous lui répondez. Donc on a monté ce produit-là, qu'on a pour l'instant distribué sur 9 de nos clients, et on commence on commence à le distribuer. Notamment demain, il y a un podcast d'une société qui fait des sacs, qui a été en partie racheté par LVMH, et qui a testé et qui a utilisé ce dispositif pour recruter. Donc ça, c'est 100% de l'IA, hein, parce qu'en fait l'IA va remplacer quelques métiers, et le remplace déjà dès maintenant. Et ça, donc au niveau de l'assessment, c'est l'IA. Après, par exemple, aussi 100% de notre service clientèle, on répond à 100% des emails qu'on reçoit, mais vraiment 100%, hein, dans la minute, en IA. Voilà. Vous êtes déjà bien sur le créneau. Oui. Par contre, on contrôle tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain reste derrière. Voilà, l'humain reste derrière 100%, parce que ça permet de rééduquer tout le temps l'IA, parce que parfois, parfois, il fume. Oui. Et on dit à la personne, écoutez, voilà, on est tout à fait honnête, hein, la personne sait que c'est une réponse IA. Et on lui dit, écoutez, là, l'IA n'a pas été compétente. Et on redéveloppe, on rééduque nos modèles. D'accord. Merci beaucoup Arnaud Portanelli pour tout ce temps que vous nous avez accordé. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous Guillaume et Jean-Philippe. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Mais retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte